Amis d'Africa TV Network, bienvenue à cette production, dans cette émission spéciale où j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Jean-Marie Ndagijimana, ancien ambassadeur du Rwanda en France. Avec lui, nous allons décortiquer l'accord récemment signé sous l'égide de Washington. On a vu tous la cérémonie en pompe à la Maison-Blanche devant le président américain, M. Donald Trump. Je vous rappelle, les amis, que M. l'ambassadeur nous vient en direct de Paris. Bonjour, M. l'ambassadeur. Bonjour, cher frère Blaise Mouken. Alors, M. l'ambassadeur, comment analysez-vous cet accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis? Est-ce un tournant diplomatique ou une répétition d'accords déjà voués à l'échec comme on l'avait tué dans la région de Grand Lac, qui d'ailleurs vous maîtrisez avec pertinence? Alors, je suis de nature optimiste, mais j'ai quand même des doutes. C'est-à-dire que pour moi, c'est un tournant décisif, d'autant qu'il y a eu beaucoup d'hésitations de la part des uns et des autres, surtout de la part du Rwanda, qui, jusqu'à la dernière minute, donnait l'impression de ne pas vouloir cet accord. Donc, c'est quand même une avancée, je vais dire même extraordinaire, pour la RDC, si elle s'est profitée de cette occasion, de cette bonne nouvelle, eh bien, ça pourrait faire de beaux enfants après, côté paix. Donc, il est important que la RDC gère ce processus et surtout les résultats de cet accord. Maintenant, on va en parler tout le long de notre entretien. Il y a quand même quelques doutes. Personnellement, j'ai des doutes sur certains éléments qui sont un peu exagérés dans l'accord, qui ne sont pas du tout mentionnés. Voilà, c'est ça. On va donc entrer dans le vif du sujet, analyser point par point selon les questions que vous avez préparées pour moi et ensemble, nous essaierons de trouver des réponses. Monsieur l'ambassadeur, allons-y d'abord à la portée et à la symbolique parce que la plupart des médias, les réactions des médias que je scrute, c'est les médias du monde international, les médias indiens, Al Jazeera, tous ces médias-là, à part les médias que vous connaissez qui appartiennent aux globalistes, aux démocrates, qui sont un peu contre le président américain Donald Trump. Mais les autres ont tendance à dire que les faits que ceci soit sous l'égide de Washington et aussi sous la facilitation du Qatar, parce que là on parle du bâton, de la carotte. On voit l'argent, on voit la puissance militaire avec les États-Unis. Cette fois-ci au moins, c'est l'ego. Est-ce que vous avez cette lecture des choses que les autres nous donnent par rapport à la présence du Qatar qui représente l'argent, l'investissement? Il y a les États-Unis qui représentent la force. Est-ce que vous voyez ça dans cet angle-là? Je pense que ça peut être vu positivement ou négativement selon le cas. Mais que ce soit ces pays-là qui aujourd'hui pilotent ce projet, ce n'est plus un projet d'ailleurs, cet accord de paix. Oui. Je pense que c'est dans l'air du temps, vous savez. Depuis que le président Trump a accédé au pouvoir à la Maison-Blanche, il a initié plusieurs initiatives, y compris à l'égard de pays aussi puissants que les États-Unis, comme la Russie. La Russie, dans sa guerre en Ukraine, a quand même écouté Trump avec attention. Donc ce n'est pas étonnant que l'Amérique, je parle bien de l'Amérique, dans la tête des gens, l'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Si elle décide de se mêler d'une affaire, elle le fait. Ce que je souhaite, c'est qu'elle le fasse avec intelligence, qu'elle ne le fasse pas juste pour la mode. Parce que quand on écoute certains propos de certaines autorités américaines, on a l'impression qu'ils n'ont pas bien compris les enjeux, ou alors qu'ils ont compris, mais façon cow-boy, quoi. Façon cow-boy, c'est nous qui décidons, eux, ils n'ont qu'à nous écouter, et puis voilà. Il y a comme disait en anglais, we call the shots. C'est nous qui décidons, nous avons la dernière parole. We calling the shots, comme ils le disent toujours. Ils viennent dans la position des gens qui dictent l'affaire au lieu d'écouter les enjeux très importants. Alors, cette lecture-là, je pense que moi aussi, j'étais un peu dubitatif au début, mais avec un peu d'optimisme, surtout quand j'ai vu le président Trump amener la journaliste angolaise à Kinshasa. Elle a interviewé Tshisekedi. Bon, on sous-entend, on estime que c'est lui qui l'aurait envoyé pour voir Tshisekedi, c'est pas pour parler. Et puis, à la Maison-Blanche,
on a donné la parole pour parler au devant. Il a eu des médailles, tout ça. Il a aussi fait entrer les présidents angolais qui n'étaient pas dans la bouche de Trump. Parce que Trump, apparemment, tout ce qu'il a dit, il a lu pour ne pas faire des ratés. Vous voyez que le nom du président Lorenzo, c'est elle qui lui a rappelé que Lorenzo va commencer le processus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite dose de manipulation par rapport à la PR campagne, la campagne publique de Trump? Je pense que Trump, il a été briefé quand même, hein, il connaît, c'est pourquoi vous le dites si bien. Il a lu, pour ne pas qu'il se trompe sur le nom de tel ou sur même le nom des villes ou des pays, parce que ça peut arriver. Hein. Mais bon, il s'est débrouillé, hein, surtout qu'il a aussi lancé quand même des propos élogieux à l'égard de la journaliste. Oui. La journaliste a bien parlé par rapport à la RDC, qui a envoyé le message du président Tshisekedi au président Trump. Oui. Je crois que c'est une journaliste qui est compétente, ça se voit dans les interviews qu'elle donne. On est habitué à avoir des journalistes commerçants. Ouais, voilà. Vendus déjà au début. Voilà, des propriétaires de chaînes YouTube proches de Kagame, on en a vu. Hein. Ils donnent la parole à Kagame pour insulter Tshisekedi. Ce n'est pas le cas pour cette dame, cette Angolaise, qui est angolaise effectivement. Comme angolaise, elle se sent peut-être très proche de la RDC. Ça aussi, il faut le savoir. J'ai beaucoup apprécié son propos, j'ai beaucoup apprécié sa présentation. Et l'attitude du président Trump à son égard, c'était positif. C'était positif. Et je crois que dans tout cela, il y a aussi un côté émotionnel. Oui. Dans la cérémonie qui a eu lieu surtout à la Maison-Blanche, il y avait de l'émotion, il y avait parfois des paroles exagérées lorsqu'on dit que le Rwanda et la RDC se battaient à la machette. Ça m'a fait sourire, mais on lui a dit qu'il y avait une guerre à la machette au Rwanda et lui, il pense que c'est entre la RDC et le Rwanda, oui. Des fois, les potos peuvent confondre les choses. Ça, c'est le président américain qui a appris les choses au-delà des proportions. Je vous comprends parfaitement. Cette façon de voir les choses là, je pense que vous avez bien cerné la question quand il a parlé des machettes, parce qu'il a répété ça à 2 reprises. Oui. Il a répété ça, je pense bien, les jeudis et les vendredis. Il a dit ça à l'OTAN, hein, quand il était à l'OTAN, les jeudis et les vendredis aux États-Unis, il répète ça. On comprend que... Donc, c'est qu'on lui a raconté une histoire. Je vous ai dit, je ne dis pas que le président est un cowboy, mais c'est quand même l'Amérique. Hein. Il ne faut pas... tous ceux qui ont pu vivre quelque temps aux États-Unis l'ont senti. Hein. Oui. Bon, les Américains, moi, le temps que j'ai passé pendant quelques mois quand même à Washington, dans l'ensemble des États-Unis, j'ai compris que beaucoup d'Américains ne connaissaient pas l'Afrique du tout. Ah ouais. Du tout. Y compris parmi les universitaires avec lesquels je travaillais à ce moment-là. Beaucoup ne connaissaient pas l'Afrique. Ou le monde, tout simplement. Certains ne connaissaient même pas la France. Mais ce n'est pas le cas du président Trump. Hein. Lui, il a des conseillers. Il y a Massad Boulos, il y a Rubio et les autres. Ce sont des gens qui sont des diplomates de carrière pratiquement et qui, pas Rubio, mais il est entré en diplomatie, il l'a dit. Il s'est toujours battu pour entrer au ministère, au secrétariat d'État aux Affaires étrangères. Et on voit qu'il a la passion pour ce dossier de paix entre le Rwanda et la RDC. C'est ça, moi, qui me donne beaucoup d'espoir. Mais quelque part, lorsqu'on va aborder la question proprement dite des points sur lesquels on a décidé, je vous dirais, je fais quand même beaucoup attention. Il ne faut pas tomber dans le piège de certains acteurs de la région. Alors, oui, c'est ça. Allez-y. Il y a pas mal de pièges. Ok. Allons-y dans les cœurs maintenant de l'accord proprement dit, parce que vous dites qu'il y a des pièges, il y a des extrapolations, il y a des choses qui sont invraisemblables et qui sont quand même coulées dans l'accord. Alors, qu'est-ce que vous trouvez, comment est-ce que vous décortiquez l'accord même proprement dit, avec tous les points?
Bon, on ne va pas aborder tous les points, mais Les points essentiels, principaux, les points qui sont, que vous pensez qui sont au-delà. voilà, après le discours du président Trump qui dit que ces gens se sont battus à la machette, il est temps qu'ils reviennent à la raison et Oui. que la paix soit faite. La première chose d'abord, que la veille encore Kigali voulait minimiser, c'est la mention du respect de la souveraineté nationale de la RDC, ou des deux protagonistes. Mais on sait qu'en l'occurrence, on parle ici de la RDC. Donc ça, c'est un point important qui a été souligné et qui figure en bonne place dans cet accord de paix. La veille encore, le même ministre qui a signé l'accord, il écrivait sur Twitter, il donnait des interviews à la presse nationale à Kigali, où il disait qu'il n'y avait jamais eu mention de du retrait des troupes rwandaises. Voilà, j'ai ça. C'est en anglais là. C'est de yeah, we can't find anywhere in the draft peace agreements to be signed between tomorrow the word immediate withdrawal of Rwandan measures. Yeah, on comprend. C'est ça, oui. Présenter les choses, j'allais dire à la rwandaise, à la kagamienne plutôt. Or, ça figure une extension dans l'accord de paix. C'est une bonne chose. Parce que on sait que le Congo n'a jamais violé l'intégrité territoriale du Rwanda. Plutôt, la RDC n'a jamais violé la souveraineté du Rwanda. Jamais. C'est l'inverse qui s'est toujours fait depuis ces 30 dernières années. Donc, ce qui est ici souligné, c'est la souveraineté de la RDC. C'est ça qui a figuré dans tous les rapports, que le Rwanda occupe une partie du territoire congolais, que les troupes rwandaises sont au Congo. Ça, c'était important. C'est dans le fait, c'est dans la mise en place et dans l'exécution, de la mise en application de cet accord, qu'on verra ce que le Rwanda pense de ça, alors que tout le monde sait que ce sont les troupes rwandaises qui doivent se retirer, le M23 aussi qui doit quitter les territoires qu'il occupe aujourd'hui. Alors l'autre point, un point important pour le Rwanda, dont personnellement je ne vois vraiment pas l'importance qu'on lui a donnée, c'est l'éradication ou la neutralisation des FDLR. Vous savez, sincèrement, aujourd'hui, si on demandait à Kagame ou même à toute son armée de montrer au monde, notamment à la RDC, où sont les FDLR. Voilà. Donc, ils réclament la tête. Et je ne sais pas si Kigali pourrait le faire. Et là, il y a bien sûr un piège énorme parce que le Congo a accepté de garantir la neutralisation des FDLR pendant les 3 mois qui vont suivre. Alors, est-ce que le Congo pourra prouver que malgré ce qu'il aura fait entre-temps, les FDLR sont éradiqués ou neutralisés? Parce que qui va d'ailleurs décider? C'est le Rwanda qui va contrôler ou c'est qui? Qui va dire à un moment donné que les FDLR n'existent plus? Voilà, ils sont exterminés. Donc ça veut dire qu'avec ce point dans l'accord, le Rwanda aura beau jeu de dire non, même si le Congo fait tout, même si le Congo élimine tous les réfugiés rwandais en RDC. Dieu nous en préserve, bien sûr, parce que le Rwanda, c'est ça qu'il veut. Pour le Rwanda, les FDLR, c'est l'équivalent des Wazalendo. Pour Kigali, FDLR, Wazalendo, c'est la même chose. Hier encore, j'ai vu des émissions de la chaîne de l'AFC M23. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que les Wazalendo, ils sont pires que les FDLR. Donc, il faut les éradiquer tous les deux. Vous comprenez? Alors, les Wazalendo, c'est une affaire congolaise. C'est un problème pour la RDC. Ils ne sont pas une menace existentielle pour la RDC. Vous et moi, c'est ce que nous disons. Mais ce n'est pas l'avis de Kigali. Kigali ne le dit pas aujourd'hui, mais ce sont les supplétifs AFC M23 qui le disent maintenant, qui ont pris la balle et qui chantent cette chanson-là à longueur de journée. Pour eux, les Wazalendo doivent être neutralisés comme les FDLR. Oui. Même si ça ne figure pas. Mais c'est vrai que
dans l'accord, on parle des groupes armés. Mhm. Et donc, pour Kigali, les groupes armés, ce sont les Wazalendo qui doivent être neutralisés par Kinshasa. Ok. Donc, j'espère qu'à Kinshasa, on sait que ce n'est pas possible. On ne C'est pas va pas possible, s'attaquer oui. aux Wazalendo. Les Comment est-ce que vous Wazalendo sont des... réagissez? Excusez-moi de vous relancer, de vous relancer. Cette question-là, Trump, un journaliste a posé à Trump la question. Trump, à son tour, a regardé à Olivier. Il dit, éclairez-nous. Est-ce que la réponse d'Olivier, elle était satisfaisante ou toujours dans la manipulation de chercher à éviter là où est le problème? C'était sur quelle question? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Oui, sur la question des FDLR. Comment faire pour les FDLR, tout ça? On a posé une question à Trump. Trump a regardé à Olivier. Olivier maintenant a expliqué en disant que c'était une menace qu'il fallait neutraliser. Moi, je m'attendais qu'Olivier cite les Wazalendo, là, mais il n'a pas cité les Wazalendo. Il essaie seulement de rester au début. Il n'est pas bête. Hein. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, s'il commence à citer les Wazalendo, c'est une nouvelle guerre qui commence, au moins diplomatique. Il sait que les Wazalendo, c'est partie du corps de défense de la République démocratique du Congo. Il ne peut pas le faire, mais il demande au MC, plutôt M23 et RSC, oui. de le faire. Les Rouennais sont là. Et Olivier Nduhungirehe a commencé à parler du génocide des Tutsis, bien sûr, de 94. Ces gens sont des génocidaires qui doivent absolument être neutralisés. Qu'ils le disent, pourquoi pas, mais qu'ils viennent nous montrer où se trouvent les FDLR. Où sont les FDLR si ce n'est pas dans les camps des réfugiés lorsqu'il y a des camps? Oui, ce sont des réfugiés qui se défendent chaque fois que cela est possible, mais qui ne menacent pas le Rwanda. Hier encore, j'ai regardé une vidéo montrant l'ancien ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, M. Vincent Karega. Vincent Karega, qui, au micro de Top Congo, disait non, les FDLR, ça n'existe pas. L'armée congolaise et l'armée rwandaise les ont déjà neutralisés. Ce sont des remnants, ce sont des résidus qui ne comptent pas, qui ne menacent pas du tout la sécurité du Rwanda. Comment menace-t-il aujourd'hui l'existence du Rwanda? À peine quelques années plus tard, hein, parce que Vincent Karega a été à Kinshasa dans les années 2021, je pense. Et d'ailleurs, l'émission, ça peut être en 2021-22. Nous sommes en 2025, tout d'un coup, les FDLR sont devenus une question existentielle. Donc, le Congo le sait, je sais. À Kinshasa, ils savent tout ça, ils connaissent les arguments ou les mensonges de Kigali. Mais, malheureusement, lorsque ça figure dans l'accord, ça devient un piège. Ça devient un piège parce que c'est Kinshasa qui doit fournir la preuve que les FDLR ont été éradiqués. Oui. Qui peut nous dire le nombre des FDLR? Kigali, lorsqu'il parle des FDLR, parfois dans certaines émissions de la télévision rwandaise, ils disent « Oh, ils voisinent les 20 000 ». Vous vous rendez compte? Vous voyez un peu. Alors que les massacres ont eu lieu il y a 30 ans, que les génocides ont lieu. Exactement. Non, 20 000, non. Vous savez, si c'était 20 000, ça serait... Le Congo serait le premier à s'en inquiéter. Voilà. Les FDLR ne représentent aucun risque pour la RDC. Aucun risque, sauf si l'armée congolaise les attaque, même s'ils sont 1000, ils vont se défendre. Ils ont aussi... vous savez, les FDLR, c'est des anciens réfugiés qui se sont armés pour protéger leur famille. Voilà, c'est ça dans tous les pays du monde, ça. Mais ils ont toujours souhaité être rapatriés dans la dignité, dans la sécurité, dans leur pays d'origine, le Rwanda. Qu'on le fasse, mais dans un cadre tout à fait légal, qu'on respecte les lois internationales pour le rapatriement des réfugiés, et les FDLR n'existeront plus. Mais le Rwanda ne veut pas que ces gens-là reviennent dans leur pays, c'est connu. Même les civils, même les réfugiés qui sont dans d'autres pays, les réfugiés qui sont en Tanzanie, les réfugiés qui sont en Zambie, en Afrique du Sud et ailleurs, en Europe,
Le Rwanda fait semblant de vouloir hâter leur rapatriement, mais lorsqu'il y en a qui osent rentrer dans leur pays, soit ils sont assassinés ou alors chassés ou mis en prison, a fortiori les FDLR. Les Ok. FDLR, certains des membres des groupes, voilà, vous savez, les chefs des FDLR à l'époque, la plupart, ils sont rentrés au Rwanda et ils travaillent pour le gouvernement rwandais. Oui. Et c'est souvent eux d'ailleurs qui sont renvoyés en RDC Voilà. pour traquer Les FDLR. ceux qu'ils appellent les Mhm. FDLR. Voilà. On avait des Ou pour bus massacrer les rwandais qui ont transporté les populations de l'autre côté. Et ce n'est pas ça aussi le début du transfert des FDLR, peut-être? RTLM. On a vu des bus à Goma qui ont traversé, qui ont pris la population rwandaise qui rentrait chez elle dans toute opacité. Vous avez même plein dans notre dernière émission là-dessus. C'était une vingtaine de soldats. On ne sait même pas si ce sont des Rwandais ou des Congolais ou des membres des FDLR ou des Mhm. gens qu'on a mis en uniforme RDC d'ailleurs. Hein. Ils portaient l'uniforme des FRDC. Mhm. Voilà, parce que c'est lui qui décide. C'est comme les 2000 Congolais, Hutus, Mhm. qui viennent d'être chassés, qui viennent d'être amenés au Rwanda de force en les traitant de Rwandais parce qu'ils sont Hutus et parce qu'ils parlent le Kinyarwanda ou le Kihutu. C'est Mhm. la même langue pratiquement. Mhm. Mhm. Donc, mais le Rwanda a prétendu que c'était des Rwandais. Donc, pour eux, tous ceux qui appartiennent à cette ethnie Oui. sont présumés être des FDLR. Oui, Donc, le j'ai fait entendu un jour. de ne pas être Tutsi, vous êtes FDLR. Quand vous êtes Tutsi, là maintenant, vous êtes un bon citoyen. Voilà, si vous êtes Tutsi, vous n'êtes pas FDLR. FDLR. Mhm. Il y a un député congolais, Hutu d'ailleurs, à Kinshasa. Un jour, il avait donné une interview à un journaliste. Et à Kigali, ils ont dit, voilà, ce monsieur-là, c'est lui qui dirige le FDLR. Parce que c'était un Hutu congolais et parce qu'ils le connaissent, ils n'adoptent pas les positions de Kigali. Mhm. Mais ce qui m'a quand même étonné aussi, Oui. l'importance de cette question, c'est que le mot FDLR revient 43 fois Mhm. dans l'accord de paix et ses annexes. Ok. 43 fois. 43 fois, il y a de quoi écrire des pages. Hein. Mhm. FDLR, FDLR, 43. FDLR, FDLR. 43 fois. Voilà. Ça, c'est beaucoup. 43 fois. Je veux dire qu'on n'y accorde une importance qui n'est pas la bonne, en fait. Le problème, c'est l'agression rwandaise. Mhm. Le vrai problème de la question qui fait l'objet d'ailleurs de cet accord, c'est l'agression rwandaise contre la RDC. C'est l'occupation d'une partie de son territoire. Ce sont les massacres des populations congolaises du nord et du sud Kivu. C'est le viol des femmes congolaises, des vieilles, jeunes et autres. Mhm. C'est ça les vraies questions. C'est ça qui exige que la paix soit signée rapidement. Mais les FDLR, ce n'est pas une question qui doit faire l'objet d'un accord Voilà. parrainé par Mhm. Washington. Washington, les États-Unis d'Amérique, surtout cela. C'est surtout que À la Washington qui limite, a, c'est ça. Mhm. à la limite, je comprendrais que le HCR et les deux pays, comme d'ailleurs en 2010, le processus avait commencé. Je comprendrais que ça se fasse dans ce cadre avec les FDLR. Donc, si les FDLR existaient vraiment, si on pouvait euh, euh, dire, voilà les FDLR, Voilà. ils sont Mhm. 10 Tel 000, endroit. 20 000, 20 000, ils oui. sont à tout droit, ils font ceci ou cela contre la RDC. Moi, je n'ai jamais connu, depuis ces dernières années, en tout cas depuis l'arrivée à la tête de l'État du président Félix Tshisekedi, je n'ai pas été informé d'un quelconque conflit entre les FDLR et la RDC. Kigali va même dire que la RDC soutient et par tout moyen les FDLR, Soutien, ce qui n'est pas armes, vrai. oui, oui, c'est ça. Mhm. Nous, on le saurait de toute façon. Mhm. On le saurait. Donc, c'est 43 fois dans l'accord, pour que Mhm. tout le monde le sache. FDLR, 43 Dans fois le dans même temps, l'accord. dans l'accord et les annexes. Parce qu'il Ça, a la c'est. connexe de Lusaka, de Luanda, pardon.
On ne parle pas du M23 5 fois dans l'accord, Oui. même pas trois fois d'ailleurs. Hein, le désengagement. Mhm. Je ne sais plus si c'est le terme qu'on utilise pour parler Du retrait. du retrait. Du retrait de... Oh, Et ça aussi un piège, c'est notre piège, le fait que les Rwandais parlent du désengagement au lieu du retrait. Parce qu'Olivier dit defensive measures. C'est pourquoi il dit, c'est une guerre des mots, hein. Il dit, il n'y a nulle part où les RDF étaient RDF withdrawal, retrait, le terme retrait. Alors pourquoi vous pensez qu'ils jouent à ce jeu des mots-là? Et pourtant, un désengagement, c'est quand les forces militaires se retirent, que ce soit progressif ou immédiat. C'est un retrait de toutes les façons. normalement, le désengagement, ça veut dire Mm. qu'on est engagé, Ok. on désengage les forces qui sont sur place. Or, le Rwanda n'a jamais reconnu la présence de ses troupes en RDC. Oui. Donc, demain, lorsqu'on leur demandera où en sont les opérations de désengagement, ils vont dire, bon, on a supprimé on a levé, on a enlevé les moyens de défense, c'est-à-dire les systèmes électroniques ou autres qu'on avait placés à la frontière pour surveiller le risque venant du Congo. Sauf que ils savent aussi que Mhm. c'est jouer un peu le jeu de... Comme cette autruche-là qui se cache la tête pour qu'on ne sache pas, en pensant que les autres ne le voient plus. Moi, je pense que le Rwanda doit accepter que la communauté internationale est informée. Kagame le sait de toute façon. Vous savez, quand ils sont entre eux, les chefs d'État se parlent. Mhm. Mhm. Et j'imagine que M. Massad Boulos, lorsqu'il est passé au Rwanda, il a dû dire la vérité. C'est quelqu'un qui a un langage clair, qui a un langage de vérité. Il a dû dire au président rwandais, Monsieur le Président, nous savons ce qui se passe, nous savons que vous avez au moins 10 000 militaires en RDC. Oui. Nous savons que vos militaires ont assassiné des populations civiles dans la RDC, notamment depuis la prise de Goma et de Bukavu, dans cette ville, dans ces deux villes. Nous savons que vos militaires ont violé des femmes congolaises et continuent. Nous savons que vous continuez à piller les ressources congolaises. C'est sûr que à Kigali, ils savent tout ça. D'ailleurs, c'est pourquoi certains disent que depuis Mhm. 2 jours, là nous sommes dimanche, depuis vendredi, dans la nuit, l'armée rwandaise a retiré beaucoup de ses équipements de la ville de Goma, Ah notamment bon? ceux qui étaient à l'aéroport de Goma. Oui, oui, on a eu des images des gens à qui on a confiance, qui montraient le départ de gros camions pleins de... le problème, c'est que c'est aussi l'objet de... c'est le résultat des pillages. Ils sont en train de piller toutes les maisons de Goma. Ils cassent même des murs pour emporter le marbre au Hmm. Rwanda. Hmm. Ah oui, oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Et ça, ce sont des informations que nous venons d'avoir à partir de nos sources de Goma et de Bukavu. Bukavu a été pillé, mais alors, un peu comme avant, lorsqu'ils avaient ce qu'ils appellent le Congo d'Est. Aujourd'hui, le Congo d'Est, c'est le pillage, pas seulement des minerais, mais aussi de machines d'usines, de plein d'autres choses. Tout à On Kigali, on ne démonte parle des que de ça. machines au Congo qu'on amène au Rwanda. Les machines, voilà, ils vident les usines, ils démontent les machines et les emportent au Rwanda. Moi, j'ai vu ça en 94. Hein. Tout ce qui se font, pardon, tout ce qu'ils font aujourd'hui à Mhm. Goma, à Bukavu et dans d'autres villes, c'est ce qu'ils faisaient à Kigali et dans les villes du Rwanda après la prise du pouvoir. Ils démontaient les usines, moi j'ai vu ça. Ils démontaient des usines et ils allaient vendre ça en Ouganda. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est pas Entre possible. 96, C'est ah pas oui, c'est comme ça possible. qu'ils fonctionnent. Après la prise de la RDC, Oui. le Zaïre à l'époque en Mhm. 96, Mhm. 17, ils ont pillé le Congo, mais de manière formidable. Ils ont même vidé les banques. Les dollars qui étaient dans les banques à Goma, à Bukavu, et à Lubumbashi, à Kisangani et partout, eh ben, ils ont volé, ils ont chargé sur des avions pour Kigali. Et maintenant, ils font exactement la même chose.
Ils sont aussi en train à débrouiller les pistes, d'amener, n'est-ce pas, les armes lourdes au Rwanda parce que les rebelles ne peuvent pas être en possession des armes lourdes. Parce qu'ils ne savent pas quand on dit le mécanisme conjoint de surveillance qui va s'installer dans un mois, carrément, et des Exactement. mois, on va aller à 3 mois maximum. Je pense qu'ils sont en train d'arranger, chercher qui est moins d'évidence sur la présence des troupes rwandaises parce que les rebelles de M23 n'auront pas ces genres de mobilité avec véhicules 4x4, les armes là mobiles, les armes lourdes, les brouilleurs, tout ça. Je pense que c'est un signe en tout cas de la peur du gendarme. Parce que le gendarme me dira, et vous dites que vous n'êtes pas là, à qui appartient Il faut ces dire histoires que ici? si le président Trump s'est mêlé de cette affaire, c'est que ça représente un enjeu économique international, bien évidemment. Vous savez que même sur le plan régional, la question a été posée, notamment entre l'Ouganda et le Rwanda. Aujourd'hui, ils se disputent sur... Alors, là aussi, ce sont des informations que nous avons à Ok. partir de nos connexions, aussi Mhm. bien au Rwanda qu'en Ouganda. Ok. Le président Kagame, c'est ce qui se passait il y a une semaine, il demandait à Museveni d'accepter que dès que le retrait de l'armée rwandaise va commencer et que la question du retrait de M23 AFC va se poser, que l'Ouganda accepte que ses forces se retirent en Ouganda pour qu'on ne les voit pas à Kigali, pour que les Rwandais ne se sentent pas humiliés et pour que la communauté internationale ait confirmation justement du fait que ces rebelles travaillent pour le Rwanda. Et Museveni, après réflexion, aurait dit non, je vous aime bien, je vous ai soutenu jusque-là, mais je ne veux pas me mêler de cette affaire. Et donc, il y aurait un vrai souci entre Kagame et Museveni. D'ailleurs, ça a provoqué une crise au niveau de Kagame qui ne comprenait pas, qui parlait de trahison, qui parlait de... Cette question aussi est pendante entre l'Ouganda et l'Ouganda, l'Ouganda et le Rwanda. Lorsque le fils du président Museveni est venu à Kinshasa Oui, moi aussi. pour Mhm. rencontrer, Mhm. pour rencontrer le président Tshisekedi, Félix Sekedi. Mhm. apparemment, il aurait évoqué ça avec Kinshasa, avec le président. Il dit, Monsieur le Président, il faudrait nous aider peut-être à trouver une solution honorable à la question de M23. Mais évidemment, c'est une question non négociable. Hein. Ils doivent partir. Sinon, il n'y aurait pas d'accord de paix. Sinon, pourquoi on serait battu pour cet accord de paix si le M23, l'AFC doivent garder les positions actuelles? Si l'armée rwandaise doit rester dans le territoire occupé aujourd'hui de Oui. manière illégale. Mhm. Donc, il y a un enjeu international. Le président Trump qui fait peur à ces gens, qui le dit, qui dit nous allons exercer des pressions de manière que l'accord soit appliqué. Il l'a dit, même à la Maison-Blanche, là, lorsqu'il recevait les deux ministres, le président Trump l'a dit. Quelle pression les États-Unis peuvent appliquer, bien sûr? La première pression, c'est de couper la bourse. Voilà. On Voilà, frappe par la couper poche. les ministres, Les frapper à couper les les sanctions économiques. On vous détache seulement du code SWIFT, vous êtes exactement. foutu. Hmm? Voilà, la Mhm. pression diplomatique, bien sûr. Mhm. Voilà, si Kigali, qui a signé cet accord, se dédie après pour dire, on commence à faire le difficile en disant, oui, les FDLR ne sont pas éradiqués. Bon, et moi, je ne veux pas me mêler de la question des FDLR avec un mécanisme de contrôle. En plus, eh bien, Washington doit comprendre. Mhm. Et Mhm. de toute façon, ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris les difficultés ou les atermoiements de Kigali. Ils savent pourquoi. Parce que, tout simplement, Kigali ne veut pas quitter la RDC. Le Rwanda ne veut pas quitter la RDC. Voilà. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas quitter la RDC. Et si, comme certains observateurs rwandais et autres pensent, certains de nos analystes se disent, surtout proches du FPR, les anciens membres du FPR nous disent, si Kagame quitte la RDC, ce sera sa fin.
Hmm. Voilà. Donc Kagame sait qu'en quittant la RDC, il ne va pas rester au pouvoir. Il ne pourra pas rester au pouvoir. Il est au pouvoir aussi parce que c'est un roi belliqueux, combatif, conquérant. C'est dans l'image, hein, dans l'imaginaire rwandais. Et s'il quitte la RDC, j'allais utiliser une expression que je n'aime pas beaucoup, la queue entre les pattes, eh bien, au Rwanda, il ne serait plus le Kagame que les Rwandais connaissent. Et donc, lui, il sait qu'il ne pourrait pas survivre, que son régime ne pourrait pas se survivre à lui-même. C'est pourquoi il va tout faire. Je suis convaincu que avant de quitter la RDC, Kagame aura provoqué d'autres catastrophes. Il ne peut pas quitter la RDC, ne fût-ce que pour des raisons économiques. Genre, Je l'ai peut-être le toujours coup dit, d'État, attentat, assassinat, quel genre de catastrophe il peut créer? voilà, tout est possible. Mais en tout cas, il ne veut pas, il a signé, mais en se promettant de tout faire pour retarder le plus possible l'application de Mhm, l'accord de paix. En mhm, tout cas, le retrait. C'est pourquoi en 3 mois, mhm. pour la RDC, 3 mois, ça semble normal. C'est un temps diplomatique, politique normal qu'on peut gérer à partir de Kinshasa. Oui. Mais pour Kagame, 3 mois, c'est un moment, un temps, une parenthèse au cours de laquelle il peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour retarder le retrait de son armée, pour piller le plus possible les mines, plutôt les produits miniers de RDC, les produits naturels, et pour tuer des gens. Mhm, mhm. Parce que vous allez voir, moi je ne suis pas un prophète, hein, mais je suis certain que Kagame, le Kagame que je connais, ne va pas juste partir. Il y aura des assassinats ciblés en RDC, comme c'est déjà le cas à Goma, Bukavu et ailleurs. Et vous verrez que ça ira plus loin. Il faut vraiment surveiller le Rwanda, il faut surveiller l'armée rwandaise, il faut surveiller les services de renseignement. J'espère que parmi les garanties que les États-Unis peuvent offrir pour la bonne application de cet accord, une des garanties, c'est la surveillance, le renseignement pour éviter des catastrophes que Kagame est prêt à provoquer. Et il va le faire, certainement, que ce À soit au Rwanda. entendre Massad Boulos, au niveau du déploiement d'État, il a dit maintenant ça y est, on signe ici, ça commence ici. Il n'a pas parlé du deuxième volet de l'accord. À la Maison Blanche, il parlera du deuxième volet de l'accord, n'est-ce pas? Là où une invitation publique a été envoyé, deux invitations, je veux dire, et à Paul Kagame et à Félix Sekedi, parce que Kagame avait disparu avec cette histoire des maladies, tous on s'est tapé dessus, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Maintenant, on sait qu'il a repris les contrôles des affaires. Est-ce que vous pensez que très bientôt, ils vont se rendre à Washington pour encore être devant la Maison Blanche? Parce que comme vous avez parlé du temps que Kagame est en train de chercher à gagner en traînant les pas, en cherchant des alibis pour que ça il fasse quelque chose en attendant. Est-ce que pensez-vous que cette invitation-là est symbolique ou c'est un mot d'ordre poli que Trump a donné à Kagame et aussi, pourquoi pas, à Félix Tshisekedi? En tout cas, ce serait une très bonne occasion de se dire les vérités que des années, le Rwanda et le Congo ne se disent pas, les deux chefs d'État en tout cas. Vous savez, Kagame a expliqué à un journaliste, je pense que c'était le même d'ailleurs, où il disait I don't know. Ah oui, je vois, Euh, c'est Larry Mado, le Kenyan, voilà, de CNN, oui. Mm. il a dit qu'il n'avait plus revu le président Tshisekedi depuis 2022. 3 ans, 3 ans au cours desquels les deux chefs d'État ne se sont pas vus, ne se sont pas parlé. 3 ans, c'est Sinon, beaucoup. sinon à Ah, Doha. Mm. voilà, alors que dans le même temps, le président Tshisekedi a souvent visité Bujumbura, il a eu le président Ndayishimiye à Kinshasa, il a rencontré le président Joao Lourenço, il a rencontré tous les chefs d'État de la région, mais Kagame, non. Vous comprenez, il y a une attente énorme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi j'ai peur que Kagame ne fasse
une bêtise avant toutes ces échéances. Chercher peut-être à empêcher Oui. Tshisekedi d'exister, un truc comme ça. Ben, vous savez, j'ai entendu des analystes rwandais vivant aux États-Unis supposer même que si Kagame avait les moyens de se débarrasser de Trump, il le ferait. Donc, si on peut même imaginer qu'il puisse faire du mal à Trump, Ah oui. imaginez ce qu'il peut faire à notre Mm, part avec Tshisekedi. Donc, il faut, de toute façon, la première de, franchement, parce que j'ai entendu aussi Mme Kaikomba dire oui, maintenant c'est le début, mhm. la paix s'est terminée, plutôt la guerre est finie, on va entrer dans une ère de paix entre les deux peuples. Parce que de toute façon, on sera toujours des voisins. Euh, tout à fait, elle a raison. Mais des voisins qui s'entretuent, ça ne sert à rien. Ça Je sert à rien préfère du tout. avoir de bonnes relations avec un pays Mhm, lointain. mhm. Donc, la première chose, il faut être réaliste. Si les États-Unis veulent aider la RDC, et la Russie d'ailleurs aussi, tous les pays qui veulent la paix dans cette région, la première chose, c'est de surveiller Kagame. Ah oui, si on veut la paix dans la région, il faut, plutôt que de passer tout ce temps à vouloir neutraliser les Oui. FDLR, une fois encore, qui ne combattent pas l'armée congolaise, Mhm. les FDLR qui ne sont pas une force hostile à l'armée congolaise, même s'ils existent, les FDLR, moi je pense que c'est vraiment euh, une force très résiduelle, comme le disait M. Vincent Vincent Karega. Karega. Mm. Voilà. Et plus tard d'ailleurs, le général James Kabarebe l'a répété. Les ministres rwandais des Affaires étrangères respectifs, comme ils se sont suivis, ont toujours dit que le FDLR n'avait aucune force pour déstabiliser le Rwanda. Donc, il faut vraiment plutôt se concentrer sur le faiseur de troubles. C'est Kagame, ce n'est pas les FDLR. Et il y a un autre élément important. Oui. On ne l'a pas dit dans l'accord de paix. Mhm. Pourquoi le Rwanda a peur des FDLR? Même s'ils n'existent pas. Les FDLR, disait Madame Louise Mushikiwabo, elle l'avait dit, elle a dit, sur le plan militaire, ils n'ont aucune force pour déstabiliser notre pays. Mais les FDLR, c'est devenu une idéologie pour libérer le Rwanda, pour chasser le régime du FPR. Bon, quel Rwandais ne rêve pas de ça? Tout Rwandais, membre de l'opposition, se bat pour changer le régime au Rwanda parce que c'est un régime dictatorial, criminel, qu'il a prouvé au Rwanda et en RDC, et qui veut déstabiliser le Burundi. Alors, je pense qu'on devrait concentrer, bon, n'allons pas trop vite, attendons le début déjà de la mise en application de l'accord, Yeah. et après on parlera de la question Kagame. Kagame Si est ça un vrai avance ou problème. pas. Oui, c'est très important Un vrai... si ça avance ou pas. Un autre volet, on a parlé de l'intégration, c'est quoi? Intégration conditionnelle dans les forces armées. Là, Madame Kaikwamba, il a dû expliquer, réexpliquer dans plusieurs conférences de presse parce que les gens, déjà au Congo, même Dr Mukwege, écrit déjà à l'impunité sacrée à ces gens-là. Est-ce que comment vous percevez ça avec votre expérience après avoir vécu tous les événements, y compris les génocides du Rwanda? L'effet qu'un texte est libellé comme ceci. Est-ce que vous pensez que l'aspect justice a été escamoté, comme les Congolais disent? Parce que le fait que les gens sont intégrés à titre individuel dans la PNC et les FADC, surtout, ce qui est très bon, c'est pour les jeunes gens qui ont été recrutés des forces envoyés au Mangabo. Et ils ont eu la chance d'intégrer l'armée au moins. Et ils sont immaculés, ils n'ont pas commis de crimes. alors, hier soir, je donnais une émission sous la voie Mm. des Grands Lacs, hein, Oui. où j'ai parlé en passant de cette question, l'impunité, le manque de mention expresse et répétée des crimes commis par les agresseurs. On nous parle des FDLR une nouvelle fois, 43 fois cité Mhm. dans l'accord. Mhm. Mhm. On nous parle de génocidaires du Rwanda, qu'ils auraient tué, d'ailleurs le ministre rwandais l'a répété à la Maison Blanche, qu'ils auraient tué plus de 1 million de Tutsis.
Mais on ne nous dit pas, on ne parle pas dans l'accord de poursuivre et d'éradiquer les forces qui ont massacré plus de 15 millions de Congolais. Certains parlent encore de 6 millions, même à Washington d'ailleurs, ils ont parlé de 6 millions. Rubio, je crois, a mentionné 6 millions. 6 millions, c'était lors de la sortie du rapport Mapping. C'était en 2010. Nous sommes 15 ans plus tard et la guerre ne s'est pas arrêtée. Il y a eu d'autres rapports sur les crimes commis par l'armée rwandaise et par ses supplétifs. Il faut dire les chiffres comme ils sont. On a dépassé les 10 millions. On est soit autour de 15, soit plus. Donc, au lieu de nous parler des victimes congolaises, le pays agressé qui a demandé justement la signature de cet accord, on nous parle des FDLR qui auraient commis un génocide. Depuis, il faut le prouver parce que les FDLR actuels, ce sont des jeunes gens de 30 ans, même pas. De 30 ans. Donc, on ne peut pas les accuser de génocide. Voilà. C'est une confusion. Surtout confondre les FDLR avec les Wazalendo ou avec les Hutus du Congo. Cette confusion, il faut que le Rwanda l'abandonne. Il faut que le Rwanda renonce à utiliser cet amalgame qui tend à faire de tous les Congolais Hutus des génocidaires. C'est eux qui ont été victimes d'un génocide contre le Congo, contre les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce sont les Congolais qui ont été victimes. Donc, il n'est pas question que le Rwanda continue d'amalgamer. Il faut vraiment contredire. Il faut démentir cette affirmation de manière forte. Même la ministre des Affaires étrangères devrait commencer à adopter un langage de fermeté. Il ne faut pas confondre les Wazalendo avec quelque force négative que ce soit. Ce sont des patriotes congolais qui se battent pour la souveraineté nationale et pour l'intégrité totale de leur pays. On ne peut pas accepter qu'un pays étranger vienne vouloir dicter l'utilisation des forces patriotiques du pays au fin de mettre fin à cette guerre. Ça aussi, c'est une question. On ne peut pas le mettre dans l'accord de paix, bien sûr, mais parler de groupes armés, il aurait fallu ajouter des groupes armés qui se battent contre l'État congolais. Voilà. Or, les Wazalendo, ce sont des patriotes qui sont au front avec les FARDC, que ce soit clarifié. Parce qu'à Washington, je le sais, ça aussi, il y a un vent, effectivement, il y a une tendance de certaines autorités américaines à cultiver un anti-Wazalendo. Oui, sentiment. Ça existe aux États-Unis. Il faut que le Congo explique progressivement que ces jeunes gens sont des gens qui ont perdu souvent leur famille, qui sont des orphelins de la guerre, dont les mamans ont été violées et qui se sont mis debout, qu'ils soient Hutus, qu'ils soient Bashi, qu'ils soient Barundais, qu'ils soient autres. Expliquer que ce sont des jeunes qui ont pris les armes pour stopper l'agression venue de l'extérieur, et non pas le contraire. Parce que j'ai vu ça dans le discours de Bintou. Quand Bintou a pris la parole au Conseil de sécurité, il a fait mention de cela. Alors ça m'a un peu tiqué. Mais pourquoi est-ce que Bintou Keïta parle de ceci Bon, et là, les mentions au Wazalendo, il y a aussi quelques délégations. Les panels là autour des membres, n'est-ce pas, non permanents, qui parlaient de Wazalendo. Je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, le complot contre le Wazalendo n'est pas encore fini. Non, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. On le cultive même. On le cultive. Il faut vraiment que le Congo soit vigilant. Que cette question, en tout cas, soit tranchée une bonne fois pour toutes. Sinon, comment voulez-vous que les Wazalendo continuent à se battre s'ils pensent que des gens complotent contre eux, s'ils pensent que le président Tshisekedi a reçu le fils du président Museveni, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, et qu'ils aient parlé de neutraliser les Wazalendo, comme cela est prévu pour les FDLR. Ce serait très grave. Très grave, oui. Ce serait grave pour la sécurité du pays, et surtout pour la défense, parce que ce serait aussi dénier les lois légalement adoptées par le gouvernement congolais et par les deux chambres. Donc, la loi sur les forces de défense
les réservistes, dont les Wazalendo font partie. Ce ne sont pas des réservistes inactifs, ce sont des jeunes qui ont été versés après le processus de Nairobi d'ailleurs. Oui. Ce n'est pas venu tout seul, le président Mhm. Tshisekedi les a reçus après qu'ils aient déposé les armes et qu'ils aient accepté, si jamais on leur donnait les moyens, de protéger la République, de se battre aux côtés des FARDC. Et c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est une question interne. Ce n'est Ok. pas l'Ouganda, ce n'est Mhm. pas le Rwanda, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas Paris, ce n'est pas. Ceux-là, ils ne doivent pas se mêler de l'affaire des Wazalendo. Ok. Sauf si on les accuse. Si on les accuse de crimes, là, c'est autre chose, c'est la justice. Parce que, comme vous savez, En là, reparlant de. ils font la campagne, hein, en anglais, on appelle ça brainstorming. Ils font ça sur Ouazalendo. Exact. Si vous remarquez, Afrique Arabia, comment s'appelle la gare Rago, un truc comme ça. Il est là-dessus. Afrique Intelligence, il est dessus. Donc, ils ne font que Mais Afrique faire Arabia, monter. vous savez, Afrique Hein? Arabia, Hmm. Afrique Arabia, je vais vous en parler. Oui. Afrique Arabia, c'est M. Rico ou quelque chose comme ça qui est un des Rico plus Rago, visibles un truc parce comme ça. qu'avant, Hmm. Hmm. il y avait un certain Jean-François Dupaquier Ok. qui est marié à une Rwandaise très proche de Kagame d'ailleurs, qui travaille pour le FPR depuis 1990, même pendant la guerre. Il faisait campagne, il avait un magazine et il faisait campagne pour le FPR à Paris. C'est quelqu'un qui est très proche du FPR, qui écrit des articles. Bien sûr, quand ils ont constaté qu'il était découvert, il a cédé sa place à un autre que vous connaissez, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et nous, Mhm. nous connaissons surtout Jean-François Paquet. C'est quelqu'un qui est contre les Wazalendo parce que Kigali lui a demandé de faire des articles contre les Wazalendo. C'est comme Madame Colette Parapin, la Belge. Mhm. Mhm. Elle fait campagne contre les Wazalendo. Mhm. Sonia C'est Rollet aussi, côté français. Sonia Rollet qui avait avec voilà. Reuters. La même chose, oui. Mhm. Madame, il y a plein de journalistes français et françaises qui font campagne contre les Wazalendo. Mais ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est Oui. résister. Faut pas, Ok. s'il y a quelque chose, une institution, parce que pour moi, les Wazalendo sont devenus une institution au même titre que les autres institutions de la République, Ok. on tous les Wazalendo. Il ne faut pas accepter. Ils se sont battus pour les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, pour la République entière. Parce que ce que les Wazalendo font, dans les villages et sur les collines du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce n'est pas pour leurs parents qu'ils le font aujourd'hui, c'est pour le pays. C'est une résistance nationale. Au même titre, je l'ai souvent dit, Oui. les Wazalendo se battent comme les résistants français, comme Jean Moulin, comme les autres. Ce n'est pas parce que c'est des Africains qu'ils ne peuvent pas être des résistants, des héros. Il faut donc les protéger, plutôt que de les exhiber en disant oui, c'est vrai, on va s'en occuper aussi. Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas parce que je comprends ces gens-là. Vous avez raison en tout cas de penser de cette façon-là parce que à l'époque, Tshisekedi les avait défendus sérieusement à l'époque aux Nations Unies. Il dit non, sont nos résistants patriotes. Toute interview, il n'a pas eu à honte, il n'a pas caché. Il a dit ce sont les patriotes. Il a expliqué la nuance. Je pense que vous avez raison. On va commencer à faire un brainstorming. On va reprendre encore, commencer à matraquer dessus pour que cela soit dans les lèvres de beaucoup de Congolais. Je vois dire la Première ministre, hein, chaque fois qu'elle dit, nous remercions aussi les Ouazalendo. Vous voyez les FAC, même les FAC eux-mêmes. Quand ils disent, nous remercions les patriotes Ouazalendo, les FADC eux-mêmes, ils reconnaissent au moins la bravoure de Ouazalendo, le travail qu'ils ont font, n'est-ce pas, pour aider à traquer les forces ennemies. Maintenant, allons-y maintenant à un autre aspect. Bon, ma question n'aurait pas répondu. Vous pensez que la procédure d'intégration conditionnelle des forces de sécurité est bonne ou il y a aussi un piège là-bas? Avant qu'on ne passe à une autre question. C'est un grand piège parce Ok. que d'abord, ça va contre la politique nationale. C'est Joseph Kabila Kabange qui se bat pour ça. Alors que lui-même avait à un moment donné renoncé à intégrer tous ces gens. On sait, tout le monde sait que la guerre actuelle fait partie aussi des résultats, enfin, du mixage, de l'intégration du premier venu.
Si on veut intégrer tous ceux qui se battent aujourd'hui au sein de l'AFC M23, eh bien, vous aurez 10 fois, sinon plus, d'infiltrés au sein de l'armée congolaise. C'est une opération qui doit se faire, si on doit intégrer ou mixer, qui doit se faire avec beaucoup d'attention. Je connais nos gens, ils vont maintenant commencer à augmenter le nombre. Tous les Rwandais qui sont au Congo maintenant au sein de RDF, on va les verser dans le groupe de ceux qui doivent être mixés et intégrés. Comment allez-vous distinguer les Congolais mixés des Rwandais réels membres des RDF? Comment vous allez? C'est comme avant. Avant, c'était la même chose. Hein. On disait, oui, tel général, tel sergent, prenons le cas de celui qui est à La Haye, là, Oui, Taganda. oui, de Bosso Tanganda. C'était un jeune militaire du FPR. Il a commencé la guerre, il a fait la guerre avec Kagame dans les rangs du FPR. Et puis, à un moment donné, il a été envoyé en mission au Congo. Il a reçu le grade de général, je pense. Il était à peine sergent. Voilà ce qui va se passer si jamais on accepte encore. Ça, c'est, je pense, lorsqu'ils le disent dans l'accord, c'est sous la supervision et bien sûr l'appréciation des autorités congolaises. Personne ne viendra jamais forcer le Congo. C'est-à-dire, vous les faites entrer dans l'armée. Dans l'armée, c'est ça, oui. Si on veut intégrer Nanga, qui est aujourd'hui, je pense, général ou quelque chose comme ça, de la CENI au général. C'est comme Guterres, il traitait d'aventurier. Guterres a dit que moi, je ne crois pas que c'est mon part. Puisqu'on parle de justice aussi, on sait que beaucoup de ces gens ont été plutôt, on a documenté leurs crimes contre les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il y a des généraux, des officiers M23 rwandais, donc RDF, qui ont été sanctionnés par la communauté internationale. Oui. Tout ça, le sujet de la justice, comme je vous ai dit, ça ne va pas se décréter. Okay. Alors, ce qui est bien quand même si on reproche au gouvernement congolais de n'avoir pas insisté sur le chapitre de la lutte contre l'impunité, mais si quand même, tout ne figure pas dans l'accord de paix. Il y a un processus parallèle de justice parce que le Rwanda se battait pour l'immunité en faveur du M23 et de l'AFC. Le M23 lui-même à Doha et dans leur propagande, ils disent on ne peut pas signer un accord de paix alors que certains parmi nous ont été condamnés à Kinshasa. Si, la justice, c'est la justice. Donc, il y a quand même quelque part une procédure judiciaire qui va se poursuivre à la Cour internationale. Donc, ça va se poursuivre. De ce côté-là, on n'a pas à s'inquiéter, sauf si quelqu'un, quelque part à Kinshasa, décide d'abandonner les poursuites contre... Abandonner, oui. Ne va pas... Qui peut oser le faire? Parce que les populations sont debout pour réclamer la justice. Des personnes comme Denis Mukwege sont là pour s'opposer à toute impunité automatique. La réconciliation ne passe pas nécessairement par la case impunité ou blanchiment de crime. C'est ça qui répond quand même au souci de lutte contre l'impunité, de rejeter toute impunité de ces gens, des criminels. C'est parce qu'il y a des procédures en cours au niveau de la Cour internationale, la Cour pénale internationale ou la Cour de justice plutôt, la CIJ, qui sont des procédures qui sont pilotées par le gouvernement congolais, par le service judiciaire du Congo, et ça ne va pas s'arrêter. Ça, qu'il y ait paix ou pas, ce sont des procédures qui se poursuivront. Vous savez, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, ce sont des crimes imprescriptibles, tout le monde le sait.
même des gens qui n'ont jamais fait le droit savent que ces crimes-là sont imprescriptibles. Qu'on aille en enfer ou au ciel, lorsqu'on a assassiné, lorsqu'on a commis ces crimes-là, on reste marqué. Mhm. Donc, que Kagame se rassure, que les troupes qui sont au Congo aujourd'hui se rassurent qu'elles ne vont pas jouir d'une impunité par rapport aux crimes qu'ils ont commis en RDC. Et si les Congolais ont commis des crimes au Rwanda, Mhm. Oui. si l'armée congolaise a commis des crimes au Rwanda, Mhm. si l'armée congolaise aurait violé des filles rwandaises au Rwanda ou au Congo, ben, la même chose, ils vont être poursuivis pour crimes imprescriptibles. Donc, les questions que posent les journalistes sur cet aspect des choses, très bien, mais qu'on ne pense pas que le président Tshisekedi puisse se permettre, ou les diplomates congolais puissent oser Mhm. exclure les poursuites. Ça serait une crise grave au Congo si quelqu'un osait dire, vous savez, pour la paix, on ne va pas poursuivre les criminels qui ont assassiné nos familles, qui ont massacré les populations congolaises, qui ont commis le génocide depuis 1997 à ce jour. Enfin, Ah. 96 ans, Mhm. parce que beaucoup de Congolais ont été massacrés pendant la marche vers Kinshasa. La FDL a tué Mhm. beaucoup de gens. Beaucoup Yeah, d'innocents. selon nos sources, les points de blocage au niveau de Doha, c'est effectivement la requête des M23 AFC de voir leurs mesures levées, de penser aussi à Joseph Kabila, Enanga et compagnie, qui ne sont même pas nulle part. Hein. Kabila, lui, nulle part. Lui, il est l'oublié de cet accord ici. Son sort n'est nulle part. Oui, c'est ça. Pourquoi Kabila Mm. devrait être quelque part? Kabila, pourquoi il devrait être quelque part? Il est quoi dans tout ça? Mhm. C'est un ancien chef d'État, président honoraire, qui se retrouve depuis un mois dans les parages de Goma, et plutôt au Rwanda d'ailleurs. Pourquoi il devrait faire partie des gens qui discutent sur la paix au Congo? C'est un ancien chef d'État. Qu'il attende le jour où le Congo aura la paix, il aura son mot à dire. Maintenant, malheureusement, il a choisi de faire la guerre contre son pays, c'est aussi connu, mais qu'il ne pense pas, qu'il ne demande pas l'immunité pour ceux qui sont en train de massacrer Mhm. les Congolais. Mhm. Ça ne le fait pas Là, vous avez grandir. raison. Vous avez raison. J'ai suivi une chaîne du Nigeria. Au Nigeria, les Nigériens savent que Kabila, c'est un fauteur de troubles. Il a commencé la rébellion. Il parle ça comme ça sans gants. Les chaînes du Nigeria, et moi j'ai suivi, que l'ancien chef d'État redevient rebelle. Tout à fait. Vous savez, le rapport mapping, Mhm. puisqu'on est en train de parler d'impunité, qui a bloqué le rapport mapping? Qui a insisté aux Nations Unies pour que le rapport mapping ne fasse pas l'objet d'un examen par le Conseil de sécurité? C'est le pouvoir de Joseph Kabila, parce qu'il savait que si ce rapport était sur les bureaux du Conseil de sécurité, que celui-ci pourrait en tirer les conséquences qu'il faut contre lui et tous ceux qui ont massacré les Congolais. Mhm. Sur ce dossier, j'en connais un bout, parce que à plusieurs reprises, avant même qu'on sache qu'il y a un docteur congolais, Denis Mukwege, qui s'est vraiment battu quand même comme un lion pour faire valoir ce rapport, pour qu'on le sorte des tiroirs des Nations Unies. Nous avons mené des opérations pour essayer de faire débloquer ce rapport. Mhm. Mais c'était Kigali et Kinshasa. Je dis à l'époque du président Kabila. Oui, et Là, de on ne voulait pas Mouchkua beauté ambassadrice, c'est un truc comme ça, je pense bien, quelque avant part. même, Mhm. Louise Tuabo, elle est arrivée après. Nous, Mhm. on a commencé. euh, c'est ça. Quand elle est arrivée, bien sûr, après 2010, c'était son combat. N'ouvrez pas le rapport mapping. Et les États-Unis ont soutenu cette démarche parce qu'on disait que euh, ouvrir le rapport mapping, c'est-à-dire le mettre officiellement sur la table des discussions du Conseil de sécurité ou même de l'Assemblée générale des Nations unies, ce serait, ça pourrait avoir comme conséquence la déstabilisation des deux régimes
le régime de Kagame et le régime de Joseph Kabila. C'était ça l'argument. Qu'on ne veut pas déstabiliser Kigali et Kinshasa parce que les criminels accusés et nommés dans ce rapport se trouvent au pouvoir dans les deux pays. Donc, Mhm. je crois que le président Kabila pourrait avoir un peu de décence et de savoir. C'est pourquoi il se bat pour l'immunité de M23. Oui, Il sait, oui. nous voulons parler. Il sait que dans le M23 se trouvent aussi des anciens de son système, des anciens des AFDL, qui n'ont jamais d'ailleurs eu de repenti et qui n'ont jamais senti un quelconque sentiment de, de, de regret. Alors qu'à Kinshasa, il y a aussi Mhm. des anciens des FDLR qui disent Voilà. Mhm. non. Même le président Kabila Laurent Désiré, il avait regretté ce qui s'est passé. Il a dit, pendant que nous, on avançait vers Kinshasa, l'armée rwandaise de Kabarebe et ceux qui travaillaient avec Kabarebe, on sait que Hippolyte Kanambe quand même travaillait avec Kabarebe, c'était un peu de, Mhm. Mhm. ils étaient occupés à massacrer les réfugiés Hutus. C'est l'ancien président Laurent Désiré Kabila qui l'a dit. Il a dit, nous, on ne savait pas ce qui se passait. Mais eux, pendant que nous avancions pour prendre le pouvoir à Kinshasa, parce que c'était l'objectif de notre lutte, eux, ils restaient derrière pour massacrer et les populations congolaises et les Hutus réfugiés en RDC. C'est ça que le président Kabila est en train d'essayer de couvrir pour éviter un précédent qui pourrait aussi l'emporter. Parce qu'il est sur la liste de ceux qui ont massacré les populations congolaises et les réfugiés Hutus à l'époque. Ok. Alors, monsieur l'ambassadeur, en guise maintenant de conclusion, parlons de la sous-région, la réaction, par exemple, du Burundi, la réaction de la SADC, l'organisation sous-journal, surtout que la Maison-Blanche a pris soin de citer tout le monde dans son préambule, hein, et même dans le développement d'un accord. Elle a dit ils sont référés à l'accord de Nairobi, ils sont référés à Fournia Simbe, et on s'est référé presque à tout le monde. Ce qui fait qu'après ça, il n'y aura pas d'autres marathons ou, je ne sais pas moi, réunions de négociation parce qu'ils ont inclus tout le monde dans leur communiqué au niveau de Washington. Alors, le fait que Washington ait au moins reconnu ces organisations sous-régionales, vous pensez que leur réponse sera positive maintenant et à long terme? Le discours ne va pas évoluer? Pour dire par exemple que si on a fait si l'intérêt Washington, on peut le faire bien ici. Qui c'est que dit l'a très bien dit avec Ariana, la journaliste angolaise. L'Afrique nous a déçus. L'histoire là des solutions africaines aux problèmes africains, ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Des chefs d'État lui ont dit offline des choses qu'ils ne peuvent pas lui dire en public. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par les puissances impérialistes de l'extérieur. Alors d'emblée, quelle est la réaction de cette sous-région-là et toutes ces organisations-là sous-régionales? Alors moi, je suis convaincu que Hum. la région attend des résultats. Vous avez parlé du Burundi, bien sûr que le Burundi attend la paix, parce que déstabiliser la RDC aujourd'hui, c'est aussi déstabiliser le Burundi. Le Burundi est très lié à la RDC Oui. par des accords multidimensionnels, par des accords militaires. Des troupes burundaises se battent aux côtés des troupes congolaises contre les agresseurs rwandais. Et donc, Kigali veut aussi la peau du président Ndayishimiye et veut déstabiliser ce pays, le Burundi. Le Burundi, aujourd'hui, ne parle pas de cette affaire. Ils exécutent les, les accords signés avec la RDC sur le plan militaire. Apparemment, les soldats burundais se comportent d'une manière exemplaire, en silence. C'est ça aussi le Burundi. Le Burundi, c'est pas comme le Rwanda. Ils ont tellement souffert dans le passé. Ils ont subi aussi des génocides. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, généralement, on dit que c'est un pouvoir Hutu, mais au Burundi, il n'y a pas de pouvoir Hutu. Ils sont dans un système consensuel où ils partagent le pouvoir avec les Tutsis. Dans l'armée burundaise qui se trouve en RDC, il y a beaucoup de Tutsis et il y a beaucoup de Hutus, mais qui se battent comme l'armée burundaise
est appelé à le faire contre un ennemi identifié ou contre des ennemis identifiés. Le Kenya, on doit faire plus attention, et de toute façon, le président Ruto, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il a lui-même des problèmes existentiels. Ce terme est devenu à la mode. Hein. Le président Ruto a des problèmes existentiels qui peuvent entraîner sa chute dans pas longtemps. La Tanzanie, c'est un pays, je pense, qu'il faut continuer avec lequel il faut continuer à entretenir de bonnes relations positives, surtout maintenant qu'ils sont en période d'élection. Ils ont été secoués par une opposition quand même assez volontariste, hein, mais je crois que la Tanzanie est favorable à la position de la RDC. L'Ouganda, dirigé par Museveni, Museveni n'est pas... il est intelligent, Museveni, hein, et il va avec le vent, il va dans la direction du vent. Aujourd'hui, la direction du vent, c'est la paix. Et Museveni sait que faire quoi que ce soit aujourd'hui contre la paix en RDC, ce serait aussi s'attirer les foudres de Washington. La SADC, je continue à considérer la SADC comme une force, comme une région favorable à la RDC. Ailleurs en Afrique, je pense que le vent aussi tourne. Hein. Quand vous écoutez certaines émissions d'analyse et de combattants ouest-africains, vous sentez que le vent commence à tourner en faveur de la RDC. C'est à la RDC de gérer tout ce processus diplomatique. C'est la RDC qui doit savoir avec qui avancer. La RDC a les moyens, avec les diplomates congolais qui sont là aujourd'hui. Même hier, là, le Congo a toujours eu des équipes diplomatiques très, très solides. Je crois que les diplomates congolais sont capables de réconcilier leur pays avec les autres pays africains. Le président Tshisekedi est déçu, mais les autres Africains pourraient aussi dire nous sommes déçus du Congo. Oui. Ouais. Ça, c'est un sentiment tout à fait naturel, hein. Mais il faut faire confiance aux Africains. Ils ne sont pas plus bêtes ni plus méchants que les autres. Si on fait confiance aux Américains, d'ailleurs, c'est un aspect peut-être qu'on va, à la fin, dont on va parler maintenant. Si on fait confiance aux États-Unis d'Amérique pour la survie du peuple congolais, pour l'avenir du peuple congolais, la moindre des choses, c'est aussi faire confiance à des pays africains. Ok. Là, l'Angola, si le Congo ne fait pas confiance à l'Angola, qu'est-ce qu'on devient? C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors qu'il y a des projets communs qui vont mener ensemble. Le Congo de l'Obito, si le Congo et l'Angola ne s'entendent pas, ça ne sert à rien de monter tous ces projets. Il faut absolument se rapprocher. Si le Congo doit faire avancer le projet de barrage d'Inga, oui. et des autres projets, la construction d'usines dans le Katanga, ceci ou cela, la coopération avec la Zambie, il faut que le Congo absolument développe des relations syndicales avec ces pays. On ne peut pas développer des projets économiques communs sans une bonne entente diplomatique et fraternelle entre pays voisins. La Tanzanie, par exemple, comme on l'a dit, la Tanzanie doit coopérer avec le Congo pour la construction du chemin de fer qui va jusqu'à la mer, à l'océan Indien. L'océan Indien, oui. Oh, ce n'est pas que Dar es Salaam, mais il y a aussi d'autres ports. Hein, oui, Tonga. L'Afrique du Sud, la même chose. Oui. Le Congo a besoin aussi des pays qu'il doit notamment traverser pour exporter ses produits. Alors, comment vous trouvez l'activisme d'ancien chef d'État à l'humeur de celui-là l'activisme d'ancien chef d'État, comment vous trouvez pendant un peu ce volet-là quand on est en train de chuter L'ancien chef d'État, vous avez dit? Comment vous trouvez l'attitude des anciens chefs d'État et leur activisme autour du deal congolais? Là, c'est celui qui est plus actif, hein, c'est le Nigérien. Il y en a d'autres aussi, il y a une pétor qui sont là, ils sont 5 qui sont là, mais c'est celui-ci qui est le plus actif. Ces messieurs-là,
excusez-moi, mais moi, je ne crois pas à Obasanjo ou aux autres parce que je connais leur relation avec Kagame. Ce sont des gens qui sont au service de Kagame, qui sont payés, ce sont des consultants au service du Rwanda. Mhm. Tout le monde le sait. Et donc, bon, qu'on leur ait fait confiance, que l'Afrique leur fasse confiance, c'est tout à fait normal. Les vieux, parfois, nous devons quand même aussi partager nos expériences avec les plus jeunes. Mais lorsque on ajoute à sa casquette la casquette de consultant, il faut dire, mais il est consultant de qui? Obasanjo, sans le Rwanda, sans les autres pays qui l'emploient comme consultant, Voilà. il n'aurait peut-être pas assez de. Obasanjo, c'est Thabo Mbeki, si vous voulez comprendre. Or, Thabo Mbeki, c'est Kagame. Mhm. C'est clair et net. Il y a d'autres anciens, le plus actif, effectivement, c'est Obasanjo. Ce n'est pas la première fois qu'il intervient dans les affaires congolaises. Mhm. On le voit encore à côté de Laurent Kunda. Il est allé chez Laurent Kunda même à la maison. Ils ont partagé le vin. Eh bien, ce n'est pas mauvais, mais Mhm. je crois qu'il n'est pas objectif. Il n'est pas. Si, euh, si je me trompe, à Kinshasa, ils ont le moyen de le découvrir, de le connaître. Et je suppose que quand il va à Kinshasa, quand il va ailleurs pour rencontrer les chefs d'État africains, il en profite aussi pour défendre les positions de Kagame. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Là, Mhm. fait, on doit le traiter avec politesse, le respecter, parce que c'est un musée, mais faire attention quand même à ses propositions. Un musée qui aime bien sa poche, qui aime une poche remplie. Un musée ne s'occupe pas du matériel. Il veut Ben oui, l'argent toujours et il s'en fout de ce qui arrive. Moi, j'ai eu une information selon laquelle même il serait dans les projets des gens qui veulent déforester la forêt équatoriale. Il a de faire un lobbying comme ça pour qu'il ait plus de contrôle, pour déforester la forêt équatoriale. Il a un deal comme ça au bassin qu'on voyait là. Son intérêt dans tout ça. Ça, ce sont des gens qui sont méchants malgré l'âge. C'est un musée, mais un faux patriarche. Ah, monsieur l'ambassadeur, Chito, allez-y. c'est un musée, mais malin, Mm. un musée pro-programmé. Donc à ce moment-là, ce qu'on appelle chez nous le musée, la, La la sagesse, oui. sagesse, Mm, ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. Moi, je ne suis pas contre Bassanjo, mm, mhm, mais je suis contre les activités de Bassanjo en rapport avec ses travaux de consultance avec Kagame. Observez, chaque fois qu'il y a des forums, mhm. des projets de ceci ou de cela à Kigali, Obasanjo est toujours parmi les premiers invités, il est sur la table d'honneur, pourquoi pas. Mais, compte tenu de tout ça, et je sais d'ailleurs que à Kinshasa, on sait aussi, ils le connaissent, ils le respectent, mais ils vont plus loin pour discuter d'autres choses. Maintenant, s'il peut apporter quelque chose au Congo, parce que dès qu'il aura vu que le vent commence à tourner, Obasanjo, Mhm. Il voilà, il tournera va aussi, bien réclamer, sûr. ah, il deviendra consultant de la RDC. Ah oui, il va changer encore Kazaguso. C'est comme si aujourd'hui on envoyait Tony Blair au Bill Clinton comme consultant de la En RDC, de RDC Tshisekedi. Vous voyez un pour peu. résoudre à la question de la guerre en RDC. Tony Blair l'a fait. Hein. C'est comme si Kouchner venait à Kinshasa pour être conseiller de Tshisekedi. C'est qu'il travaillerait d'abord pour Kagame avant de travailler pour la RDC. Enfin, en conclusion, en tout cas pour moi, l'accord de paix Mhm. du 27 c'est un accord qui vient créer de l'espoir dans les cœurs des Africains en général, de la RDC, des Congolais en particulier, et des Rwandais qui ne soutiennent pas Kagame dans ses aventures militaires contre la RDC, qui ne soutiennent pas les crimes de Kagame en RDC ou dans les autres pays voisins, qui souhaitent surtout un changement au Rwanda. Et il faut absolument que le régime actuel du Rwanda change pour que la paix soit rétablie dans toute la région d'Afrique des Grands Lacs. Comme vous le savez, je suis de la voie des Grands Lacs. Nous nous battons pour ça. Notre objectif, c'est de se battre sur le plan médiatique,
faut que le régime de Kigali n'ait plus de place pour faire passer ces campagnes médiatiques pour continuer à déstabiliser la région. C'est l'objectif de notre chaîne. Et je vous remercie une fois encore, Blaise Mukenge, de m'avoir invité à votre émission de ce dimanche. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. À une très prochaine occasion. Coucou.